Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse, alors c'est un sujet un petit peu zone grise, le coût du désengagement. Oui, ce désengagement, ce quiet quitting a un coût et on va en parler avec Alexia Aptan. Elle est directrice des investissements chez SFL, elle est notre invitée. Le cercle RH, le management inclusif, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, on va en parler avec deux expertes. Marie Buard, elle est présidente de l'OPCO Atlas. Et puis, on parlera avec Amel Hamouda, directrice générale d'Article 1, engagée justement sur ces sujets d'inclusion. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. QVT, boosté par un Made in France plus attractif. C'est le choix qu'a fait Alban Frémaux, directeur général de la Maison de la Literie. C'est une marque que vous connaissez et qui a pignon sur rue. On parlera avec lui de l'accompagnement et de cette QVCT auprès de ses collaborateurs. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du désengagement. Alors, on en parle souvent sous un angle sociologique, ces salariés qui sont désabusés, qui viennent au travail sans trop savoir ce qu'ils y font. Mais là, une étude, à travers un baromètre très précis, nous donne bien une vision, une photographie de ces personnes qui sont désengagées. Alexia Aptan, ravie de vous accueillir, directrice investissement innovation chez SFL, qui est une foncière. Tout à fait. Vous construisez, vous réhabilitez. D'abord, un petit mot, parce qu'on se dit que c'est quand même très éloigné des SFL. Qu'est-ce qui vous a pris, je mets des guillemets, de vous intéresser à ce sujet et au coût du désengagement ? Pourquoi ce choix ? Avec l'IFOP, il faut le préciser. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors peut-être en petit rappel, ce qu'est SFL. Donc SFL aujourd'hui se nomme d'ailleurs Colonial SFL, puisque nous avons fusionné avec notre principal actionnaire depuis 20 ans, le groupe Colonial, qui est un groupe espagnol. Donc on devient un groupe pan-européen spécialisé de l'immobilier tertiaire prime, donc haut de gamme, sur les trois grandes villes que sont Paris, Madrid et Barcelone, avec une ambition de croître et d'évoluer même au-delà de ces frontières. Alors, pourquoi le Paris Workplace ? Oui. Ça, c'est une idée purement parisienne. Voilà. Il faut se remettre dans le contexte en 2012 de beaucoup de grands groupes qui avaient l'envie de faire des économies et qui ont quitté Paris. C'est vrai. Nous, on est un acteur très parisien. On est à l'intérieur du périphérique parisien et c'est vrai que quand on les voyait tous quitter Paris, on s'est dit que peut-être qu'il y avait une donnée qui manquait dans l'analyse financière qui concernait plutôt la valeur d'usage de l'immobilier de bureau. Le fait d'avoir une image d'entreprise, de pouvoir recruter des talents, etc. Ça manquait un petit peu de data. D'où la naissance du baromètre du Paris Workplace à cette époque, en partenariat avec l'IFOP, et on n'a pas arrêté de le faire depuis maintenant 12 ans. Donc vous avez une vue panoramique sur ce désengagement. Alors on l'a traité sous un angle américain, le quiet quitting. Vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez francisé et je vous remercie. Le désengagement a un vrai coût pour l'entreprise. 62% ne s'estiment pas fiers, ça c'est votre baromètre. 71% en disent du mal et 42% se voient rester moins de 2 ans. Tout à fait. Enfin, objectivement, c'est vertigineux. C'est qu'on pense avoir des équipes engagées, souriantes, et en fait on a des gens qui viennent au travail uniquement parce qu'il faut y aller, il faut être rémunéré. C'est bien ça le sujet. C'est exactement ça. Le sujet en fait qu'on a voulu analyser et surtout objectiver, puisqu'on parle en effet de ce quiet quitting, mais on n'avait pas forcément de data derrière, c'est le fait de voir s'il y a des facteurs, des signaux faibles qui nous permettent de les analyser, les identifier et peut-être pour le chef d'entreprise et pour les managers, de contrevenir à ce désengagement. Alors, on peut peut-être nuancer un tout petit peu. Aujourd'hui, l'IFOP, grâce à eux, nous ont permis d'analyser cette donnée au travers de 3 profils de salariés. Oui. Donc, on a en effet les désengagés, c'est un des profils. On a les super engagés, on a les neutres. Et globalement, on a 80% d'engagés, on va dire entre neutres et super engagés, et on a 22% de désengagés. Alors, 22%, ça peut paraître minoritaire, mais en effet, il faut y être très vigilant. Pourquoi ? Parce que ça peut notamment concentrer beaucoup de fragilité interne de l'entreprise. Plus chez les jeunes, là où on est à 22, on est à 28% chez les 18-24 ans. Tout à fait. Donc on a un petit peu plus de désengagement chez les jeunes. C'est vrai qu'on peut penser que c'est une tendance un peu de société. En fait, société, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu analyser cette donnée. Et comme vous le dites, le coût pour l'entreprise peut être important à différentes échelles. Détracteurs, 71% sont considérés comme des détracteurs. C'est terrible pour l'entreprise, pour l'image de l'entreprise. C'est exactement ça. On a également des désengagés qui aujourd'hui provoquent un turnover important.
Et on a des salariés qui finalement ne se sentent même plus utiles au sein de l'entreprise. On a 42% des salariés désengagés qui se considèrent inutiles dans l'entreprise. C'est 4% des super engagés. Donc on voit aussi qu'il y a des fractures très importantes. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est de comprendre les sous-jacents de ce désengagement. C'est lié à quoi? C'est lié à la qualité du management? C'est lié à la verticalité de la manière dont on accompagne les collaborateurs? C'est lié à un mauvais onboarding? Comment on explique tout ça? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas forcément l'argent, d'ailleurs, c'est pas le salaire qui fait tellement la différence dans le désengagement, ou en tout cas dans le niveau d'engagement, mais c'est les relations humaines, énormément. C'est à la fois les relations humaines, donc le cadre qu'on va offrir à ces salariés, c'est le lieu aussi qui va fédérer les salariés, qui vont avoir une influence importante. Ça vous impacte? Et ça nous impacte, et ça nous importe. C'est très important pour nous de se projeter dans l'avenir et de voir comment on conçoit des bureaux. Alors, c'est compliqué de savoir quelle est la proportion du lieu comparé à la qualité du management, mais vous, j'imagine que vous insistez chez SFL sur l'environnement. C'est-à-dire que si on accueille les personnes dans des espaces de convivialité, où on a des moments de repos, des moments où on peut téléphoner, j'imagine qu'on est un peu plus engagé. Non, ça doit jouer. Alors, on a eu plusieurs phases qui ont justement poussé les entreprises à avoir maintenant des lieux de travail qui sont des lieux de convivialité, des lieux de réception. Donc, c'est vrai qu'on a dépassé déjà le fait d'avoir un poste de bureau et c'est tout. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà une acceptation. On a des formes d'entreprise et des formes d'aménagement qui sont beaucoup plus variées et qui favorisent le collectif. Et aujourd'hui, on voit que l'engagement vient aussi du fait d'avoir des salariés qui s'impliquent dans les événements collectifs de l'entreprise. Seulement 30%, enfin il y a 30% parmi ceux qui ont été sondés qui ne participent jamais à des événements de convivialité. Mais chez les super engagés, ça monte à 94%. Donc on voit tout de suite qu'il y a des écarts assez importants. Dans le management aussi, on voit que les impacts d'un bon manager, ou en tout cas d'un manager qui va s'impliquer et qui va impliquer ses collaborateurs, est essentiel. À découvrir sur le site d'SFL. C'est un baromètre avec, on l'aura compris, une grande visibilité parce que vous le portez depuis de nombreuses années, porté par l'IFOP. Donc c'est un sondage au sens du sondage scientifique du terme. Merci à vous, Alexia Aptan, d'être venue nous éclairer. Directrice investissement innovation chez SFL. Étude à découvrir donc sur votre site. On tourne une page, c'est le cercle RH et justement, on va parler du management inclusif. On vient de parler du management et de la qualité du management. Eh bien, on parle du management inclusif. Ça veut dire quoi exactement quand on utilise ce mot inclusif? J'accueille mes invités, on en débat. Le cercle RH pour débattre, en tout cas pour vous éclairer sur un sujet qui concerne le management. Mais pas n'importe quel management, le management inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'un manager qui a un management inclusif? On va en parler et on va en débattre avec mes invités. Marie Buard, ravie de vous accueillir, présidente de l'OPCO Atlas. Alors, l'OPCO Atlas, c'est les métiers du tertiaire. La banque, l'assurance, l'expertise comptable, le numérique, les géomètres experts. Et 2,1 millions de salariés. Tout à fait. C'est bien ça, hein? Tout à fait, oui. Ça représente quand même beaucoup de salariés. Il faut préciser qu'un OPCO, et tous les OPCO, c'est paritaire et que vous êtes la représentante du collège salarié, représentante de la CFDT. Merci d'être venue sur notre plateau. Amel Hamouda, ravi de vous accueillir. Parcours d'abord dans une grande entreprise privée, au public puis privée, et aujourd'hui directrice générale d'Article 1. Comment vous définiriez Article 1? Organisme de formation dédié aux personnes les plus éloignées de l'emploi? Alors, on est une association qui aide les jeunes scolarisés du lycée jusqu'à leur insertion professionnelle, donc des jeunes de milieux modestes qui n'ont pas forcément toujours l'accès à l'information, le réseau ou les codes pour aboutir au parcours de leurs rêves. Alors, commençons par vous, parce que vous avez lancé un webinaire justement pour parler de ce sujet. Marie Buard, comment on définirait ce management inclusif? Pourquoi vous souhaitez et vous avez voulu venir sur ce plateau nous parler de ce sujet? Parce qu'on parle énormément du management, trop vertical, mais quasiment jamais du management inclusif. C'est quoi exactement? Alors, nous, on est dans une démarche globale sur Atlas, puisqu'on est sur Atlas de tous les talents, qui est notre spécificité, puisque l'inclusion, la diversité, c'est pas juste une bonne intention, c'est vraiment quelque chose de concret. Et donc, depuis des années, depuis 2023, on travaille justement sur qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux entreprises et donc aussi aux managers, puisqu'on a 65% de cadres dans notre branche. Donc, les managers sont vraiment notre public prioritaire. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Donc, la première année, on a travaillé sur l'handicap de manière globale. La deuxième année, sur le recrutement.
Et la troisième année, le management. Parce que le management, c'est lui qui garde les talents dans l'entreprise, c'est lui qui permet d'avoir une cohésion dans l'équipe, et puis c'est lui qui transmet les valeurs de l'entreprise et qui détermine justement ce qui permet aux salariés de continuer à s'investir. Toutes les deux, Marie d'abord, mais inclusif, ça veut dire quoi? Parce que souvent, c'est très restrictif, ce mot. On pense aux personnes en situation de handicap, mais j'ai le sentiment, et on va en parler avec vous, évidemment, mais c'est beaucoup plus large que ça. Votre séminaire sur le management inclusif, c'est toutes les inclusions. Tout à fait. C'est pas que le handicap, c'est la diversité de la France dans son ensemble. C'est aussi les jeunes issus des milieux défavorisés. Ce sont les femmes, puisqu'on a des difficultés de femmes dans le numérique. Les seniors, avec une population de plus en plus vieillissante. Et on a beaucoup de sujets qui sont plus ou moins traités, mais la population dans sa diversité. Votre définition à vous, parce que quand on va sur article 1, on voit que vous ne traitez pas exclusivement des questions de handicap, loin de là. Loin de là. Vous parlez des jeunes, vous parlez de toutes les catégories de la population. Mais en fait, moi, j'aime bien séparer les mots diversité et inclusion. C'est-à-dire que la diversité, c'est être invité à la table. Et l'inclusion, c'est avoir la même voix que tout le monde autour de la table. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est quoi, un niveau au-dessus? C'est absolument pas la même chose. Ouais. Effectivement, ça veut dire qu'on est toutes et tous dans nos différences, au même niveau dans l'entreprise, et on apporte chacune et chacun une richesse et une diversité qui va améliorer la performance, qui va être un vecteur d'innovation. Donc nous, article 1, on travaille sur les jeunes en particulier. Donc on les accompagne, comme je le disais tout à l'heure, pour ouvrir le champ des possibles déjà sur leur orientation scolaire et académique, mais ensuite pour les aider à accomplir en fait le parcours professionnel de leurs rêves. Et aujourd'hui, on a encore un taux de chômage des jeunes qui est à peu près 2 fois supérieur au taux de chômage moyen. Et quand on a en plus un nom à consonance étrangère, on a à peu près 30% de chance. C'est ce que j'ai vu. Exactement, de chance de ne même pas être reçu en entretien par rapport à quelqu'un qui aurait un nom... Inclusion ou inclusif versus discrimination, puisque là, en fait, en creux, vous pointez du doigt la difficulté qu'ont certains jeunes à accéder à l'emploi par la consonance de leur nom ou leur couleur de peau. C'est bien de ça dont il est question. On parle tout à fait de discrimination, mais plus généralement encore, on peut aussi parler, par exemple, d'inégalité sociale. D'inégalités territoriales, ruraux, urbains. Exactement, quartier prioritaire de la politique de la ville. Quand on parle d'inégalité sociale, ça va souvent avec aussi des inégalités sur l'accès au réseau professionnel. Donc en fait, c'est tous ces enjeux que l'on veut traiter quand on parle d'inclusion. Côté OPCO, on comprend que c'est la matrice, évidemment, on parle de ces 2,1 millions de salariés, hein, dont vous avez une responsabilité indirecte, mais sur lesquels vous avez une responsabilité. Comment ils réagissent, ces entreprises, quand vous leur parlez de ce sujet? Parce que les OPCO financent les formations sur du hard skills, sur des formations techniques. Mais quand vous leur dites, on va un peu aller plus loin, on va faire du management inclusif, ils ouvrent des grands yeux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils sont de plus en plus ouverts. On voit l'évolution de la société, des entreprises. C'est des sujets qui les intéressent parce que c'est des sujets qui sont aussi portés par les branches professionnelles. On a des organisations patronales et syndicales qui s'investissent sur ces sujets-là grâce à des entreprises qui impulsent. Et donc, elles font plus autant que ça les gros yeux, même si nous, dans notre secteur, on a 95% de TPE. Et donc, gérer le management inclusif, gérer la diversité dans une TPE, c'est pas comme gérer dans une grande entreprise. Donc, c'est pas la même chose. Et donc, nous, c'est comment on met en place des outils qui peuvent les aider. Les gens qui sont de pleine bonne volonté, comment on fait pour les aider dans leur bonne volonté? En fait, il faut pas que ce soit un frein de vouloir agir sur le sujet. Et donc, nous, c'est comment on les accompagne, justement, sur le sujet à travers des outils, puisqu'on a des plateformes avec des formations qui sont en ligne disponibles sur le management inclusif. Justement, vous lancez, vous aussi, hein, et on voit bien évidemment l'écho sur ce plateau et le lien qui vous unit, cette fois-ci non pas en direction des jeunes les plus éloignés, mais en direction des entreprises. Donc vous dites, il faut accompagner les entreprises. Comment vous faites? C'est quoi les programmes et la manière dont vous allez les chercher? Les accompagner. En fait, déjà, il y a un chiffre moi, qui m'a étonnée, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de diversité et inclusion, mais il n'y a qu'une entreprise sur 2 qui a un programme construit. Et ça rejoint ce que vous disiez notamment sur les TPE qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des politiques. Donc on est là pour les aider. Puis c'est un mot un peu flou pour beaucoup. Bien entendu. On ne sait pas trop ce qu'on y met dedans. Il faut mettre du concret et je pense qu'après avoir travaillé, et on continue à le faire avec les jeunes pour les accompagner vers l'emploi, on aimerait accompagner les entreprises, les équipes des ressources humaines qui sont en général les plus formées déjà à ce sujet, mais également les managers à savoir comment intégrer dans leurs équipes des profils divers. Donc des profils qui viennent, comme on le disait, d'horizons différents. Ça peut être la diversité sociale, culturelle ou autre. Et ça veut dire avant tout comprendre les biais cognitifs
que nous subissons tous et toutes, et donc les déconstruire. Et donc, je dirais que l'essence même de notre travail, c'est de travailler sur ces biais cognitifs pour essayer dans des cas très concrets, dans des mises en situation, dans des cas d'école, montrer comment on peut travailler autrement. D'ailleurs, d'un mot, puisque vous présidez l'OPCO Atlas, je regardais en préparant l'émission le niveau d'inclusion en termes de personnes en situation de handicap dans les banques, dans les branches assurances. En fait, ils sont parfois très très loin du compte. Ils sont très loin des 6% de salariés. Je pense au secteur bancaire et au secteur de l'assurance. Là aussi, comment vous faites pour leur dire continuez, faites des efforts? Comment on les accompagne, ces grandes entreprises, à atteindre ce chiffre qui est important et à le dépasser d'ailleurs? Alors, c'est de la force de conviction. C'est des sujets qui sont portés depuis des années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, c'est la syndicaliste aussi, j'imagine. Que oui. C'est un sujet, oui, aussi, mais les organisations, qu'elles soient syndicales ou patronales, on est sur la même logique. Et donc, c'est comment on arrive à convaincre et leur expliquer que ce n'est pas un coût, ce n'est pas quelque chose de supplémentaire. En fait, c'est faciliter. Quand je travaille sur la diversité et l'inclusion, pour moi, c'est naturel. C'est comme je travaille sur d'autres sujets. Il ne faut pas que ce soit une charge en plus qui pourrait contraindre ces entreprises. Alors, certes, dans les banques et les assurances, il y a pas les quotas qui sont respectés sur les 6%, mais ça a quand même progressé. Il faut aussi regarder l'évolution. Après, c'est 2,5 à 4 à peu près. Voilà, ça, on est quand même sur une bonne progression. Après, l'évolution des mentalités et la lutte contre les préjugés prend beaucoup de temps. Et donc, on sait que c'est des sujets on met des petites graines maintenant et qui vont justement, la fleur va éclore dans plusieurs années. Chez Article 1, vous avez donc des contacts avec les entreprises, puisque là, on met de côté les jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous avez commencé déjà ces programmes d'accompagnement? Parce que vous nous dites, en fait, le début, c'est déjà de constituer une réflexion sur le sujet, avant même de former. C'est bien ça, le sujet. Alors, en fait, ça fait 20 ans qu'on existe et ça fait 20 ans qu'on est soutenu par des entreprises. On a 130 entreprises partenaires aujourd'hui et ces entreprises, elles sont très demandeuses de formation, de webinaires, de conférences sur ces enjeux de discrimination, d'égalité des chances ou de diversité et d'inclusion. Donc, je dirais qu'on a déjà commencé naturellement depuis quelques années. Et je vais prendre un exemple très concret. On propose à nos entreprises partenaires de mobiliser des collaborateurs pour venir aider nos jeunes à refaire leur CV, à préparer leurs entretiens. Et vous avez fait beaucoup de mentorat, vous aussi, d'ailleurs, si j'ai bien regardé votre parcours. Tout à fait, ça fait presque 10 ans que je suis mentor. Je continue à l'être aujourd'hui. C'est une très belle expérience. Et grâce au mentorat, je pense qu'on arrive aussi à déconstruire un certain nombre de croyances ou de biais. Donc, très concrètement, en étant en situation de passer une demi-journée avec un jeune que l'on va aider à préparer son entretien d'embauche, se rendre compte que finalement on n'est pas si différents et qu'on pourrait très très bien travailler ensemble, ça règle déjà... ça fait tomber des murs. Exactement. Et puis après, si on veut aller plus loin, effectivement, on peut avoir des modules de formation, mais sur mesure, pour s'adapter vraiment aux situations de l'entreprise. La suite, c'est quoi? Parce qu'il y a un webinaire qui ouvre, en fait, qui ouvre les chakras, mais j'imagine que vous allez continuer régulièrement à aiguillonner, à informer, à essayer de sensibiliser, parce qu'il y a aussi un travail de sensibilisation et de pédagogie. Alors, c'est le travail de nos conseillers, justement, qui sont dans les bassins d'emploi, puisqu'on a 11 antennes, justement, sur tout le territoire, puisque le bassin d'emploi est vraiment important. Et donc, c'est eux qui sensibilisent leur portefeuille d'entreprise sur ce sujet-là, en leur expliquant, voilà, quel type de micro-learning il existe la plateforme Campus Atlas et donc comment vous pouvez avoir accès. On a aussi mis en place, par exemple, sur certaines branches professionnelles, la prise en charge à 100% des contrats pro pour les seniors. Et là, on voit bien que ça explose. Donc, c'est à chaque fois comment nous, on s'adapte en tant que branche et OPCO aux spécificités des entreprises pour que ça fonctionne. Et on fera l'année prochaine encore un atlas de tous les talents sur justement le sujet de l'inclusion et le thème n'est pas encore défini. Oui, c'est ce que je vais vous dire, parce qu'en fait, chaque année, vous pouvez, à l'intérieur de ce mot un peu valise, y glisser les enjeux du handicap, les jeunes, les seniors qui sont victimes de discrimination. Enfin, il y a multiples sujets à traiter. Vous ne nous dévoilez pas encore, là, en exclusivité, le choix. Vous ne l'avez pas encore choisi, d'ailleurs. On ne l'a pas encore choisi. Non, ça n'a pas encore été validé, donc c'est bon. La suite, continuer à accompagner, à aiguillonner. Il y a un travail des deux côtés, si je comprends bien, chez Article 1. Il y a à la fois accompagner les jeunes à trouver confiance et à franchir ce pas, parce qu'ils en sont victimes, et côté entreprise, qu'elles ouvrent grand les portes. C'est exactement ça. C'est ça le sujet. Et donc, un des très bons exemples, c'est à la fin du mois, je vous disais, un job board que l'on va lancer, qui va permettre à tous les jeunes qui sont accompagnés par Article 1
d'être mis en priorité en relation avec nos entreprises partenaires pour leurs offres de stage, d'alternance ou de premier emploi. Donc vous pluguez, grâce aux 130 entreprises qui vous font confiance, la possibilité d'avoir un accès plus rapide et plus direct à ces Exactement. entreprises. C'est génial. Il est prêt le job board ou pas Fin janvier. Fin janvier. Donc il faudra rendez-vous fin janvier. Fin janvier. La suite pour l'Opco Atlas, là, c'est quoi là, le travail mené? C'est continuer à aller sur le terrain, de parler aux entreprises, de quoi? De faire de la pédagogie? Faire de la pédagogie, continuer à parler de ces sujets-là, continuer en interne aussi, parce qu'il faut aussi les salariés de l'OPCO leur dire Balayer devant sa porte? C'est ça, et puis se dire que la diversité et l'inclusion, c'est sur tous les sujets. Quand je parle égalité, je parle diversité, inclusion, ok, mais quand je parle formation sur justement les contrats de professionnalisation et d'alternance, c'est penser au quartier prioritaire de la ville. Et donc, dans les indicateurs de suivi, c'est avoir ce focus global et en faire un fil rouge et pas quelque chose en plus pour nous. On n'a pas parlé des femmes, mais il y a un sujet d'inclusion des femmes, de l'égalité femmes-hommes, de leur place dans l'entreprise, de leur capacité à pouvoir progresser hiérarchiquement. C'est un autre sujet, ça, d'inclusion. Tout à fait. Alors nous, on a un programme spécifique de mentorat qui s'adresse aux jeunes femmes dans les filières STEM. Donc scientifique, technologique, ingénierie et mathématiques, justement parce que ces jeunes femmes de milieux modestes qui se lancent dans des carrières scientifiques, elles ont en général beaucoup plus de difficultés que les autres. Donc on leur offre non seulement un accompagnement de mentorat, mais aussi des rencontres, un réseau d'entraide, et on leur ouvre les portes d'entreprises et d'autres femmes et de rôles modèles bienveillantes pour les accompagner. Merci, mesdames, pour ce débat, cette réflexion croisée, puisqu'il n'y avait pas de débat. Tout le monde a envie d'avancer sur ce sujet d'inclusion, évidemment. La manière, c'est le chemin qu'on utilise pour y aller. Merci à vous. Merci Marie Beuer, présidente de l'OPCO Atlas, représentante du Collège des salariés. À la tête de cette OPCO, c'est plus de 2 millions de salariés, l'OPCO Atlas, du tertiaire. Et merci à Amel Amouda, directrice générale d'Article 1, qui traite, je dirais, de presque tous les sujets d'inclusion, côté jeunes et côté entreprise, évidemment. Merci à vous deux, mesdames. Merci. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour accueillir Alban Frémaux. Bonjour Alban. Ravi de vous accueillir, directeur général de Maison de la Literie. Alors pour ceux qui se baladent un tout petit peu en France, vous avez pignon sur rue, près de 200 magasins partout en France. On l'aura compris, vous faites des lits, vous proposez des lits, des sommiers, des matelas. Et vous êtes avec nous là aujourd'hui. D'abord, précisons que c'est une reprise. Vous avez repris avec votre frère cette entreprise qui était un petit peu en difficulté. Alors effectivement, nous avons repris Maison de la Literie en fin d'année 2023. Nous sommes une entreprise qui s'appelle Frémaux Delorme, qui est fabricant et distributeur de linge de maison. Nous avons des marques de linge de maison. Made in France. Absolument, telles que Yves Delorme, Desforges, et puis nous sommes aussi licenciés de marques de mode comme Ralph Lauren ou Hugo Boss, dont nous faisons la production et la distribution des gammes maison. Et nous avons repris Maison de la Literie en octobre 2023. Donc Maison de la Literie est le premier réseau de litiers en France, en nombre de magasins. C'est aussi, au-delà de rassembler un large panel de magasins, nous avons aussi 2 sites de production, d'où sortent une majorité de nos produits qui sont vendus en magasin, donc des matelas, des sommiers. Mais il faut savoir que les magasins Maison de la Literie, qui sont pour grande partie des magasins franchisés, vendent aussi du canapé-lit, du linge de maison, de l'accessoire déco. Tout ce qui va autour. Et tout le travail que nous faisons aussi depuis 2 ans, c'est autour du concept magasin, de le rendre plus déco, plus chaleureux, finalement inspirant et permettant de vendre tout l'univers de la chambre, donc aller au-delà du matelas, mais de travailler l'art du sommeil dans son ensemble. Alban, je précise que quand on parle de Made in France, et quand un entrepreneur qui prend des risques fabrique en France, on le remercie. Et je vous dis bravo, parce que ce débat agite tous les milieux industriels de ceux qui fabriquent, qui disent « je ne peux plus fabriquer en France ». Vous faites le choix de fabriquer vos matelas et vos sommiers, on est d'accord, en France. Absolument. Donc ça, c'est quand même un choix d'engagement fort. Absolument. Et alors, il faut savoir que donc, quand on a repris Maison de la Literie, on a repris un très beau savoir-faire, puisqu'il y avait
le réseau de franchisés et ces 2 sites industriels dans lesquels on a trouvé des salariés extrêmement engagés, avec un beau savoir-faire. Il faut savoir que le matelas est un métier qui reste très artisanal. Matelassier, en fait. Oui, matelassier, et même dans le sommier, dans le travail du bois. Bien sûr. Donc on a trouvé un très beau savoir-faire qu'on s'attache depuis plus de 2 ans à mettre en valeur. Donc on a investi énormément dans ces sites de production, à la fois pour les moderniser, pour moderniser l'outil, et pour valoriser ce savoir-faire au travail des salariés et des artisans. Alors, non seulement vous faites fabriquer en France et vous développez ce réseau et vous créez de l'emploi, mais vous avez choisi, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, on a mis un peu de temps à atterrir ce sujet, mais c'est aussi la qualité de vie, la QVCT. Vous dites, il faut que nos collaborateurs soient dans les meilleures conditions de travail pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le sujet. Ça nous paraît essentiel. Ça nous paraît essentiel, puisque pour nous, la responsabilité, finalement, le social, c'est la fierté du Made in France. Mais finalement, réconcilier le social, le confort au travail, c'est donner de la performance industrielle. Chez Maison de la Literie, on a un positionnement qui est unique sur le marché, puisque nous avons la double casquette de fabricant et de distributeur. Et oui. Et finalement, notre enjeu, c'est à la fois d'avoir des vendeurs en magasin qui soient fiers de leurs produits, fiers de leur usine, fiers de ce qu'ils vendent et qui comprennent ce qu'ils vendent. Et de l'autre côté, d'avoir des artisans qui, eux aussi... Ouais. C'est pas la même implication que d'avoir un produit fait dans sa propre entreprise que de vendre simplement des produits. On répète souvent à nos équipes en magasin, aux équipes de nos franchisés, à nos franchisés, que ces usines, ce sont les leurs. Oui. Et donc, on les invite à venir les visiter, à venir les comprendre et à rencontrer les gens. Ouais. Et finalement, quand un vendeur qui vend des produits chaque jour rencontre celui qui l'a produit, en fait, la Très fierté, différent. finalement, vient des 2 côtés. Ça me fait penser un peu aux poêles Godin, vous savez, ceux qui fabriquent ces poêles en fonte et qui aujourd'hui les vendent Oui. dans des réseaux de franchisés. Ça ressemble aussi à ça, parce qu'ils le fabriquent en France. Vous avez investi beaucoup d'argent dans la rénovation des locaux. Vous avez une politique de formation. C'est audacieux, parce que quand on reprend une entreprise en 2023, on pense déjà au KPI, on pense déjà à sa rentabilité, à l'équilibre. Vous dites, on investit aussi dans l'humain. Ça, c'est intéressant. Oui, alors, le Made in France, c'est pas qu'une conviction. Ça ne peut pas être qu'une conviction. Il faut aussi amener de la performance. Bah oui. Donc, ce qu'on a fait, on a beaucoup investi dans nos sites industriels. Donc, on a investi d'abord pour moderniser les machines. On a investi sur le confort au travail. Donc, pour des machines qui soient plus sûres, qui soient plus confortables, qui soient moins bruyantes. On a travaillé à alléger les charges, à ce que, de manière générale, nos collaborateurs aient une qualité de travail qui soit améliorée. On a également, puisque quand on est dans une entreprise, on y travaille, mais quelque part, on y passe du temps. Oui. Donc, on a travaillé nos locaux sociaux, tous les à côté, si je puis dire, la restauration, les vestiaires, tout ce qui fait qu'on est à l'aise quand on vient travailler le matin. Vous le ressentez En plus de la formation. dans ce que vous apportent aujourd'hui vos collaborateurs, c'est cet effort particulier que vous faites en QVCT. Finalement, l'investissement en qualité de vie au travail cumulé à l'investissement industriel va rassembler à la fois une performance industrielle, puisqu'on va venir augmenter Et la un bien-être. productivité, Ouais. mais on augmente cette productivité puisque le bien-être augmente Ah oui, bien finalement. sûr. Finalement, nous, tout est basé sur l'humain. On a un métier qui est très artisanal, mais que ça soit en matelas ou que ça soit en linge de maison, sur nos sites de confection de linge de maison, Bien sûr. c'est des métiers qui sont très manuels. Donc la qualité dépend aussi de l'humain. Et donc quand vous avez une machine qui d'une part est plus importante, plus performante et plus confortable, finalement vous avez de la performance et vous avez de la qualité de vie au travail. Merci Alban Frémaux d'être venu nous rendre visite, directeur général de la Maison de la Literie, avec cet engagement sociétal industriel ici en France et qui fait vivre des salariés français et qui embauche. Merci à vous. Merci. À vous. Merci à Nicolas Juchat. Merci à toute l'équipe. Alexis au son aujourd'hui et Mani à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.